Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur France 3 Bretagne. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Dimanche en politique. Merci pour votre fidélité. Voici tout de suite le sommaire de l'émission préparée cette semaine. Cette semaine, nous recevons Pierre-Yves Cadalin, le chef de la liste Brest Avenir pour les prochaines municipales. Il est soutenu par la France Insoumise. Ce jeune doctorant en sciences politiques de 27 ans se présente comme le candidat de la rupture. Il nous dira comment il compte redonner le pouvoir local aux citoyens. Enfin, la sécurité sera un des enjeux du scrutin de mars prochain. Faut-il doter Brest d'une police municipale? C'est le débat de la semaine avec en face de notre invité Marc Cotanea, le candidat de La République En Marche. Bonjour Pierre-Yves Cadalin. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant d'évoquer bien sûr votre engagement pour ces prochaines municipales à Brest, je voudrais que l'on regarde quelques instants l'actualité de la semaine ensemble. On a choisi 3 faits d'actu qui ont retenu notre attention. C'est notre séquence d'accord, pas d'accord. Des réponses rapides s'il vous plaît par rapport aux questions qu'on vous soumet. D'accord, pas d'accord avec cette grève de 200 cheminots du centre de maintenance de Châtillon qui a encore perturbé cette semaine le trafic des TGV Atlantiques. Beaucoup de Bretons sont restés à quai pour leurs deuxième vacances de la Toussaint. Grève générale qui est sortie un peu du cadre des procédures classiques avec l'alerte des syndicats et un dialogue, des négociations avec la direction. C'est compliqué aujourd'hui le dialogue social à la SNCF. Je sais que ça peut être très difficile pour les usagers, mais il faut bien voir que la décision qui a été prise unilatéralement par la direction supprime 12 jours de congés payés aux employés de la SNCF. Depuis une semaine. Et il est important de voir que, eh bien, au fond, les cheminots, on peut penser au droit de retrait aussi de la semaine précédente, défendent l'intérêt général, ils défendent le service public ferroviaire. Et ce service public ferroviaire est décisif pour mener la transition écologique. Pensons-y. Aujourd'hui, le ferroutage est essentiel. Il faut transporter les marchandises, pensons aux marchandises, par train également. Et nous prenons le chemin totalement inverse. Donc merci à eux. Courage à eux et qu'ils continuent. Alors, nous les soutiendrons aussi le 5 décembre quand ils lutteront contre la réforme des retraites. Une grève générale est demandée le 5 décembre. Ça, c'est pour le fond. Dans la forme, quand même, quand des grévistes aujourd'hui demandent le paiement des jours de grève et même une prime pour le retour au travail, est-ce qu'on n'est pas en décalage avec ce que vivent une grande majorité de Français? Moi, je crois que là où il n'y a pas de décalage, c'est que partout les travailleurs sont de plus en plus précarisés. Et les gens comprennent que lorsque la colère arrive à ce point où la grève est déclenchée, eh bien, au fond, ils se sentent pour beaucoup solidaires de la manière dont il faut arriver à se mettre ensemble pour lutter. Et je crois que tous ensemble, en décembre, nous lutterons contre la réforme injuste et inédite des retraites proposée par Emmanuel Macron. Deuxième fait d'actu, d'accord ou pas d'accord avec le tribunal de Brest qui persiste et signe sur l'interdiction du tilde pour un pronom breton sur les fichiers d'état civil. Ben moi, je crois que c'est une affaire de bon sens. Un tilde, que ce soit un prénom breton ou un prénom espagnol, peut tout à fait être apposé à un prénom sans aucun souci. Du reste, la vice-procureure de Brest, d'après ce que j'en ai compris, n'interdit pas, elle demande une décision de justice sur le fond. Je crois que cette décision finira par venir et qu'elle ira dans le sens du bon sens. Imaginez que nous avons tout de même le vice-ministre de l'Intérieur qui s'appelle Núñez, avec un tilde. Donc vous voyez, tout cela me semble une polémique au fond qui va s'effacer bientôt. Devant l'évidence, tout le monde pense qu'il est normal que le tilde puisse être mis sur un prénom. Là, je vais m'adresser à l'enseignant-chercheur que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec l'annulation d'un séminaire sur la radicalisation qui devait être organisé à la Sorbonne fin novembre, à l'intention des élus, des cadres, des professeurs de l'enseignement. C'est normal d'interdire comme ça? C'est une décision de la présidence donc, qui appartient à la présidence de la Sorbonne. Sous la forte pression des syndicats étudiants. Et des enseignants. Qui voient une stigmatisation de la communauté musulmane. Vous êtes d'accord avec ça? Regardez le contenu sur les signaux faibles de radicalisation. Il y avait eu la polémique à Cergy juste avant. Bon, j'ai lu des choses absolument ahurissantes de ce point de vue-là, qui créent un climat de suspicion. Par exemple, si vos étudiants s'intéressent soudainement à l'actualité nationale et internationale, il faudrait y voir un risque. Moi, je trouve ça plutôt positif quand mes étudiants s'intéressent à ce qui se passe dans le monde. Si on ne peut pas débattre de la radicalisation dans un lieu de savoir et d'enseignement comme la Sorbonne, où aura lieu le débat aujourd'hui? Le cœur du problème, c'est cette notion de signaux faibles, qui vise au fond à stigmatiser tout le monde. Vous voyez, vous avez une barbe, etc. Maintenant, c'est la suspicion générale. C'est un problème. Regardez l'attentat à la mosquée de Bayonne. Si nous ne sommes pas responsables, si nous ne faisons pas preuve de mesure sur ces sujets-là, eh bien, ce sera un problème. Il faut garantir aux musulmans de France, comme à tous les autres religieux pratiquants ou aux athées, eh bien, au fond, la liberté d'exercer leurs opinions privées. C'est ça la laïcité, c'est ça la loi de 1905. Il faut revenir à la raison.
On va parler de vous un peu et de votre prochaine actualité politique. On va d'abord un petit mot d'abord sur l'état de santé de la famille La France Insoumise. Ça va bien parce que la semaine prochaine, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a un livre qui va faire beaucoup parler. La chute de la maison Mélenchon, écrit par Thomas Guénolé, un de vos anciens compagnons de route à La France Insoumise, où voilà, c'est une sorte de réquisitoire contre le fonctionnement interne de votre mouvement. C'est un faux problème pour vous ? Oui, je pense que Thomas Guénolé est parti avec des rancœurs personnelles au fond et puis essaye de s'en sortir par le haut, alors qu'au départ, il avait été en fait question d'une procédure interne par rapport au harcèlement éventuel qui pouvait être pratiqué. Et donc c'est là-dessus qu'il était parti. Depuis l'échec des européennes. Je pense que là, c'est une affaire essentiellement personnelle. Il y a des tiraillements quand même au sein de la famille depuis l'échec des élections européennes, on peut le dire. Non. Tiraillements sur la stratégie peut-être, sur la face. Vous êtes à l'aise au sein de la France Insoumise très à l'aise. Il y a du débat. L'autonomie. C'est pas ce que dit Clémentine Autain, par exemple. L'autonomie générale des groupes d'action, vous voyez, moi à Brest, jamais je n'ai, si c'était une machine dictatoriale, on m'appellerait, on dirait fais ci, fais ça, jamais. Je crois que nous avons une autonomie très forte d'action et nous sommes là au service de ce que nous voulons faire. La transformation sociale et écologique du pays, c'est tout de même une œuvre qui nous dépasse et qui mérite mieux que des polémiques personnelles. Et est-ce qu'il y a quand même un problème de leadership? Est-ce que Jean-Luc Mélenchon est toujours à même aujourd'hui d'incarner efficacement le projet La France Insoumise? Il y a un sondage intéressant qui a été réalisé il y a une semaine, un sondage OpinionWay, en lien avec le Festival du film politique de Porto Vecchio. 86% des Français estiment que les politiques font du cinéma et 41% estiment que Jean-Luc Mélenchon est le meilleur scénariste politique aujourd'hui en France. Il sait se mettre en scène aujourd'hui. Mais si vous voulez, le problème, c'est le contenu du discours politique, le programme, ce que nous souhaitons proposer aux Français et pour la France. Et cela, nous sommes cohérents. Nous continuons depuis le 2017 à dire que ce qu'il faut, c'est la répartition des richesses, une 6e République et engager rapidement la transition écologique. Je crois qu'autour de ces axes, il y a beaucoup de Français qui peuvent être rassemblés. Et je vais vous répondre avec un autre sondage, bien qu'il faille toujours les prendre avec précaution. Un autre sondage donne Jean-Luc Mélenchon 3e candidat à l'élection présidentielle si elle avait lieu aujourd'hui. Je crois que nous sommes aujourd'hui un point de repère pour tous les humanistes de ce pays qui savent que le gouvernement actuel et sa course derrière l'extrême droite doit être battu à la prochaine présidentielle. Allez, on va parler de votre projet. Au passage, vous avez 2 comptes Twitter aujourd'hui. Il y a un compte Twitter officiel et un compte, on va dire, parodique. Tous les candidats de Brest, Marc Cotanel qui nous rejoindra, a également un compte parodique, me semble-t-il. C'est pas une manière aussi. C'est pas moi. C'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre qui l'a créé. Tous les candidats de Brest ont des comptes parodiques. Si les gens sont libres sur Twitter, moi je suis pas comme Aurore Berger ou Don Macroniste qui veulent censurer l'Internet. Alors votre projet à Brest, justement, redonner du pouvoir aux citoyens. On va voir les propositions que vous faites. On peut voir que vous êtes un candidat de la rupture puisque vous demandez notamment, c'est important, le référendum révocatoire à mi-mandat. Tout à fait. Avec également un référendum d'initiative citoyenne. C'est-à-dire qu'on peut destituer, entre guillemets, un maire au bout de 3 ans de mandat. À partir d'une pétition, moi je pense qu'il faut aujourd'hui que les politiques soient responsables vis-à-vis des citoyens. Qu'on arrête de prendre l'élection pour un quitus et pendant 6 ans on fait ce qu'on veut. Si au bout de 3 ans, 5% du corps électoral décide de lancer un processus de référendum, eh bien cela permettrait aux Brestoises et aux Brestois de valider de remettre en cause ce qu'ont décidé une majorité d'électeurs 3 ans auparavant. Non, de voir si nous tenons nos promesses. Moi, je pense qu'il faut donner des garanties claires sur la gouvernance et sur la démocratie dans la ville. Mais en 3 ans, vous pouvez réaliser tout un programme? Est-ce que le temps des collectivités est vraiment le temps des citoyens? Le plafonnement des indemnités pour les élus. Le lancement d'un budget participatif réel, c'est-à-dire qui, dans le montant, soit conséquent et qui amène une vraie participation des citoyens, le droit d'interpellation, etc., sont des choses qui peuvent être faites immédiatement. Et donc, immédiatement, eh bien, nous donnerons le signal d'un changement profond et d'une rupture pour Brest, pour que Brest Avenir soit bien différent au fond des évolutions actuelles de la ville. Pour ce droit de révocation, il faudra changer la loi. Il existe aujourd'hui, il n'y a que le Conseil des ministres aujourd'hui qui peut révoquer un maire. Donc il va falloir attendre qu'une loi soit votée. Non, il n'y a pas besoin de changer la loi. Il y a un référendum consultatif qui existe dans les dispositions légales. Nous pouvons utiliser cet outil et nous en tenir à la décision du référendum pour
pour suivre la vie des Brestois. Un mot donc sur ce budget participatif que vous voulez voir porté à hauteur de 25% du budget d'investissement. C'est pas rien. Actuellement, il est de 3%. Budget d'investissement de 19 millions d'euros aujourd'hui. 500 000 euros pour l'instant sont budgétisés. Oui, c'est pas suffisant. Vous voyez, un budget participatif de 500 000 euros la veille des élections municipales, ça me semble un peu opportuniste. Moi, je crois qu'il faut rendre la ville à ses habitants. C'est essentiel, c'est l'un des axes majeurs de notre campagne. Il faut rendre la ville à ses habitants et dire par quartier, les conseils de quartier maintenant, ça ne sera plus qu'un truc consultatif, etc. Désormais, les conseils de quartier pourront avoir un pouvoir décisionnel pour engager des projets de transformation de leur quartier. Regardez, l'autre jour, j'ai regardé les propositions du budget participatif. Il y a des choses passionnantes qui ont été proposées par les habitants de Pont-à-Nézen, etc. Mais le risque avec que 500 000 euros, c'est de décevoir les attentes que vous créez avec cela. Moi, je pense qu'il faut démocratiser la ville, qu'il faut changer, au fond, les pratiques qui, aujourd'hui, se sont ancrées bien trop à partir de notables qui pensent qu'ils ont tous les droits sur leur ville. Un mot sur le programme écologiste, puisque c'est l'intitulé de votre liste, une liste sociale, solidaire et écologiste. Tout à fait. Une proposition importante, la gratuité des transports en commun. Vous savez que la gratuité a un coût. Vous financez ça comment ? D'abord, si vous voulez, la billetterie, c'est un 6e des recettes uniquement. Donc, il est possible de la financer assez simplement sur le plan technique. Donc, nous aurons un programme de financement d'autre part sur le réalisme de la mesure. Sur le réalisme de la mesure, aujourd'hui, ce qui est irréaliste, c'est de ne pas faire les transports en commun gratuits. Les transports en commun gratuits, c'est quelque chose qui répond à l'urgence écologique absolue. Il faut que les gens prennent de moins en moins leurs transports individuels, mais aussi que la ville leur soit accessible. À Dunkerque, on fait la gratuité des transports. Voilà. On taxe les entreprises. C'est une option pour vous ? Le versement transport, il existe partout, donc ça sera effectivement une voie de financement. Non, il est déjà à son maximum à Brest, mais on peut renoncer également à des projets d'infrastructure tels que l'ascenseur, qui est un peu le nouveau gadget de l'actuelle majorité municipale, pour financer des choses qui vont, encore une fois, rendre Brest à ses habitants. Allez, on entame la deuxième partie de l'émission, le débat de la semaine, qui va encore nous permettre d'en savoir un peu plus sur votre projet pour Brest. Il y a une question qui semble prendre de l'importance depuis quelques mois, c'est la question de la sécurité ou du sentiment d'insécurité dans certains quartiers. Dans quelques instants, vous serez face à un de vos concurrents de mars prochain, Marc Coattanea, qui est le candidat de La République En Marche, et qui a d'ores et déjà annoncé sa volonté de créer une police municipale pour Brest, parce que justement Brest a une particularité, c'est la seule ville de France de plus de 100 000 habitants qui n'a pas de police municipale. Alors, est-ce un luxe qu'une ville puisse se permettre ou est-ce un choix réaliste? Nous avons posé la question aux Bretons. Notre séquence à vous la parole a été enregistrée cette semaine dans les rues de Redon. Écoutez. Quelle question, évidemment. Ben oui. Pourquoi? Ben, parce qu'il y a toujours, voilà, on a toujours, ne serait-ce que pour se diriger ou on a besoin, moi j'ai besoin de la police, de savoir qu'il y a une police à Redon. Je pense que oui, que c'est utile dans tous les cas. Après, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Je sais pas. Rien que pour la circulation, au moins, mettre en ordre, sortie des écoles ou des choses comme ça. Moi, je suis pas obsédé par les problèmes de sécurité, on va dire. Non, moi, c'est pas particulièrement un problème qui va me prendre la tête. Si la police nationale fait bien son boulot, il n'y a pas de raison non plus, peut-être, je ne sais pas. Ils sont peut-être plus compétents, certainement, la police nationale que la police municipale. Mais, si c'est pour faire le même boulot, je monte dans la police nationale. L'autre police ne peut pas être là tout le temps, donc s'il y a des petits problèmes, ils peuvent aider à les régler. Chez nous, elle est utilisée beaucoup l'été pour canaliser les jeunes, quand ils sortent des boîtes de nuit ou des choses comme ça. Et nous accueillons notre deuxième invité, Marc Coattanea. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes aussi candidat à la mairie de Brest, donc pour les municipales de mars prochain, investi et soutenu par La République En Marche et par le MoDem. Vous allez faire alliance avec le MoDem. Vous avez justement animé il y a quelques semaines, quelques jours, une réunion sur le thème de la sécurité publique. Ces derniers mois, certains quartiers brestois ont un peu défrayé la chronique avec des fusillades qui ont fait des blessés. Il y a aussi une hausse des incivilités, une hausse du trafic des stupéfiants. Diriez-vous aujourd'hui que Brest est devenue une ville dangereuse? Écoutez, force est de constater qu'il y a des faits que vous venez de rappeler qui sont graves. On monte en puissance dans les faits, en fréquence. Et puis il y a
tout ce qui est peut-être moins visible, mais que j'entends depuis des semaines et des semaines sur le terrain. Il n'y a pas un endroit, pas une réunion, pas une rencontre sur le terrain où on ne me parle d'insécurité. C'est pas moi qui invente le phénomène. Tout le monde m'en parle, avec plus ou moins d'intensité d'ailleurs, suivant le quartier, suivant l'actualité, mais tout le monde m'en parle. Donc la question qui m'est posée à moi, maire de Brest au mois de mars, c'est que fait-on? On va en parler. Vous faites le même constat, Pierre Cadalin, dans vos réunions, dans les gens que vous rencontrez? Il y a une remontée sur le terrain qui effectivement pose ce problème. Et moi je l'entends tout à fait. Désormais, Marc Wattanea dit qu'il l'entend depuis des semaines, mais ça fait depuis des années qu'il est élu au conseil municipal de Brest. Et au dernier conseil municipal, Marc Wattanea n'a pas répondu aux critiques qui lui étaient faites sur son projet. Je pense que l'essentiel, dans cette histoire, l'essentiel, c'est les effectifs de la police nationale qui ont diminué. Les policiers demandent à ce qu'ils soient davantage sur le terrain. Je suis tout à fait d'accord avec cette mesure et cela dépend du gouvernement que soutient M. Wattanea. Donc il faut revoir aujourd'hui le contrat local de sécurité? Oui, pour avoir davantage de policiers sur place qui puissent assurer la mission. Et nous proposons un corps de médiateurs formés, nommés par un organisme indépendant, qui soit en état de décharger la police nationale également. Marc Wattanea, est-ce que vous êtes d'accord pour faire en sorte que Brest, si vous êtes maire, que Brest soit éligible dans la liste des villes qui ont un quartier de zone de sécurité prioritaire ou qu'il soit un quartier de reconquête républicaine? Alors ces dispositifs que vous évoquez, ils concernent plutôt des villes comme Lyon, Marseille ou autres. Moi je veux être maire pour éviter qu'on ait à avoir besoin de faire appel à ces dispositifs. J'entends ce que dit M. Cadalin avec beaucoup d'intérêt. C'est ce que dit M. François Cuyante depuis 20 ans. L'État doit régler. Mais vous, demain si vous êtes maire de Brest, vous dites quoi aux personnes que vous rencontrez? Je n'entends pas être un maire de l'inaction, je veux être un maire du concret et je ne me résous absolument pas à entendre des femmes m'expliquer qu'elles ne viennent plus en centre-ville parce qu'elles ont peur, ou des parents expliquer que leurs gamins n'iront pas au cinéma, place de la Liberté, parce qu'ils ont peur. Donc moi demain, si je suis maire, je veux être le maire du concret et apporter des réponses, qui d'ailleurs ne doivent pas s'opposer à une demande d'effectifs supplémentaires de la police nationale. Mais je serai d'autant plus crédible à discuter de ça avec le gouvernement que j'aurai moi-même pris mes responsabilités. Des propositions concrètes, nous en faisons également sur ce terrain, je l'ai mentionné. Mais je crois qu'il est tout à fait important de voir que le maire de l'inaction, comme vous dites à propos de François Cuyante, vous l'avez soutenu et vous avez été dans son équipe très longtemps. Vous n'êtes pas crédible pour tenir un changement de cap de ce point de vue-là. Les Brestois jugeront ça. Parlons pas du passé, regardons devant, Monsieur Cadalin. Oui, mais enfin le passé, on peut en tirer des leçons. Et d'ailleurs, la police municipale, partout où elle a été établie, est inefficace. Elle est inefficace, elle ne fait pas baisser la délinquance. Et qu'est-ce qui se passe à Marseille, à Nice, à Toulon? Eh bien, il se passe que l'État se défausse sur la police municipale. Il y a moins d'effectifs de police nationale et l'insécurité ne monte pas. De quoi ont besoin les Brestois? Qu'est-ce qu'ils demandent? Ils demandent un service qui soit exactement que je leur apporte et que je leur apporterai s'ils me choisissent comme maire. J'ai pas bien compris. Vous proposez, on va être sur les propositions concrètes. Création d'une police municipale pour vous, Marc Wattanea, on va revenir. Vous, des médiateurs présents jour et nuit dans les quartiers, mais est-ce qu'un médiateur aujourd'hui peut porter la mission d'un policier? Parce que c'est ça les demandes. Si vous étudiez les sociologues de la police, etc., ce qu'ils disent à chaque fois, c'est que les demandes qui remontent des citoyens, c'est une demande au fond de police de proximité. Eh bien c'est quelque chose, notre corps de médiateur garantit la tranquillité publique de ce point de vue-là. Il faut à la fois que la municipalité soit informée de ce qui se passe, il faut favoriser le lien social, il faut faire baisser la tension. Et c'est aussi non seulement le rôle de notre corps de médiateur que nous recruterons, mais c'est également le rôle des élus eux-mêmes. Moi, si je suis maire de Brest, j'irai sur le terrain aussi parce que c'est un rôle décisif lorsqu'on est un élu de parvenir à faire baisser les tensions dans les quartiers populaires que je connais très bien pour y avoir passé beaucoup de temps depuis les élections législatives et auparavant afin de convaincre. Rassurez-vous, je les connais aussi. Votre proposition. Donc police municipale, combien d'agents, pourquoi faire et seront-ils armés? Je veux être très concret. J'ai proposé une police municipale d'un minimum de 50 agents, ce qui placerait Brest d'ailleurs dans la moyenne des ratios qui existent. Brest est la seule ville de plus de 100 000 habitants ne pas avoir de police municipale. Je veux bien que M. Cadalin nous explique que ça sert à rien, mais j'ai bien compris que tous les chercheurs. On laisse Marc Wattanea parler. Donc 50 agents. Mais si vous voulez, moi je ne réponds pas à vos chercheurs. Je réponds aux Brestoises et aux Brestois qui ont peur dans Brest. Voilà. Donc je veux être concret. Donc 50 agents, voilà, c'est un minimum. Avec, ils sont armés puisque vous me posez. Armes létales.
Bien sûr. Et puis, alors on les recrute, on les forme, enfin tout ça va de soi, mais ça va mieux en le disant. Ça, c'est un élément fort. Alors, on est fort, mais vous dites à budget constant. Oui, ça coûte 50 agents, c'est à peu près en masse salariale 2,5 millions d'euros. Quel est le coût pour le Brestois? 0. Parce que je prendrai mes responsabilités. Sur la masse salariale globale de la collectivité, il y a sur 2020, 2021, 2022, peut-être que M. Cadalin l'ignore, les départs en retraite qui sont prévus, et sur une part d'entre eux, je viendrai trouver la mobilisation de 50 agents. Et il est dans mon esprit. Sur quelle question ? Vous avez raison. Il est hors de question dans mon esprit qu'on vienne défaire du service public présentiel. Donc je viendrai organiser différemment les supports, les fonctions support de la collectivité. Et croyez-moi, pour avoir été... C'est la même langue de bois qu'utilise Emmanuel Macron au niveau national. Le problème, si vous voulez... Monsieur Cadalin, juste d'un mot, vous me reprochez mon passé, mais j'ai sur vous au moins l'expérience d'avoir été vice-président de cette collectivité, chargé du personnel. Je sais de quoi je parle. Et donc, moi, je veux qu'il y ait cette police municipale. Ça n'est qu'un des aspects d'un ensemble plus complet, vidéosurveillance, vidéoprotection. Pierre Cadalin, vous misez beaucoup sur la prévention, on l'a compris. Est-ce que la dissuasion est un mot tabou pour vous ? Non, pas du tout. Mais encore une fois, il faut augmenter les effectifs de la police nationale. Ils sont recrutés par concours national. Ça garantit une indépendance de la fonction publique. Moi, je suis républicain. Et M. Coatanea, on ne joue pas avec la République. On ne joue pas avec la République avec des propositions démagogiques à la veille d'une élection. Moi, je pense que vous trahissez les Brestois et les attentes des Brestois lorsque vous faites cela. Mais il me semble... Laissez-moi terminer mon raisonnement. Vous n'allez pas nous faire le coup de moi, c'est la République, parce que le seul qui me l'ait fait, c'est votre leader vis-à-vis d'un policier. 15,6%. La police municipale aujourd'hui n'incarne pas la République. Non, 15,6%, c'est le taux de pauvreté. La police municipale n'incarne pas la police. 15,6%. Il y a 4000 chômeurs de longue durée. Le dispositif territoire zéro chômeur, il va être abandonné par le gouvernement qui soutient Marc Coatanea. Les sujets, c'est la sécurité. Mais c'est des sujets qui sont liés. Vous séparez le réel en petits morceaux. Des sujets sont liés. Lorsque la ville ne va pas bien, lorsque l'hôpital psychiatrique n'a plus de moyens, eh ben on laisse les gens qui peuvent être éventuellement dangereux circuler dans la rue. Votre destruction de l'État, qui est celle qui est menée par la République en marche, est en cause. La vidéosurveillance aussi, c'est un outil que vous allez utiliser ? Ah bien sûr, et je l'assume. D'un mot quand même, parce que vous semblez ne pas bien aimer ce gouvernement. À la fin du quinquennat, il y aura 10 000 agents de sécurité en plus. Et à Brest, où en sommes-nous ? Qu'en 2017, 10 000 de plus. Donc ne dites pas, ou n'affirmez pas aussi fortement que ce gouvernement n'aime pas le service public. Et je vous redis, excusez du peu, il faut les former. 10 000. Et puis, je ne vous laisse pas dire que les agents municipaux que je recruterai quand je serai maire ne servent pas la République. C'est honteux de dire ça. Vous offensez des agents de la fonction publique territoriale. La vidéosurveillance, évidemment, elle doit être utile. Elle doit être utile. Alors, vidéosurveillance, pour qu'on soit clair. Aujourd'hui, elle n'existe que dans les transports en commun. Non, c'est de la vidéoprotection. Le distinguo, c'est que la vidéosurveillance, il y a un agent qui est derrière la caméra et qui peut mobiliser, en cas de besoin, une patrouille de police municipale et ou nationale. Moi, j'assume ce choix-là, de la place Strasbourg jusqu'à Recouvrance, pour redonner un espace de sécurité dans notre ville. Pour la vidéosurveillance, Pierre Cadalin ? C'est encore la même démagogie. Il faut regarder le réel en face. La responsabilité politique, c'est de regarder le réel en face. Et moi, c'est avec responsabilité que je vais vers cette élection. La vidéosurveillance, regardez toutes les études. Les études qui ont été produites sur la vidéosurveillance, ben oui, désolé, on prend décision en connaissance de cause. Le jour où une dame se fera agresser, je lui dirais, Monsieur Cadalin avait lu la bonne étude. Oui, superbe. Non, mais vous êtes démagogue. Il nous reste 3 minutes, encore quelques questions. Vous pourrez après sur la vidéosurveillance, c'est navrant. Sur la vidéosurveillance. D'ailleurs, sur la vidéosurveillance, c'est proche de zéro résolution de cas en plus, si vous voulez. C'est faux. Toutes les études montrent aujourd'hui d'évaluations scientifiques rigoureuses. Dans le fond, M. Coatanea arrive après la bataille. On a fait l'évaluation de cette politique publique, c'est un échec. Il faut des moyens humains, des policiers nationaux présents sur le terrain, des médiateurs comme nous le proposons, et il faut enfin faire tomber ce débat sur des assises rationnelles, raisonnables, pas jouer comme ça sur les peurs et créer un climat anxiogène dont vous serez ensuite responsable. Je n'ai pas le sentiment, en tout cas j'espère que vos téléspectateurs n'aient pas ce sentiment, que je sois déraisonnable. Je les écoute. C'est pas un sentiment, c'est une réalité. Je les écoute et j'entends être un maire de l'action.
Voilà, je veux être un maire de l'efficacité. Et j'assume que ce sujet fasse débat. Alors justement, on parle beaucoup de démocratie participative aujourd'hui. C'est dans le cœur de votre programme, redonner du pouvoir aux citoyens. Est-ce que les citoyens doivent être associés à toutes ces questions de sécurité? Ah mais complètement. Vous avez évoqué, très bonne question, vous avez évoqué le contrat local de sécurité. À Brest, la doctrine a été posée en 99, il y a 20 ans. Moi, je propose de revoir les choses. J'ai vu sur une chaîne de France Télévisions, France 2 pour ne pas la nommer, un excellent reportage sur Aubagne. Eh bien, tous les 15 jours, les acteurs, y compris les habitants, sont associés avec la police nationale, municipale, l'école, etc., à regarder ce qu'est la réalité dans leur quartier et sur notre ville. Je propose ça. Je propose d'ailleurs que les conseils consultatifs de quartier évoluent en des conseils de vie de quartier et que les habitants aient aussi leur mot à dire sur les solutions à préconiser sur leur lieu de vie. C'est évident qu'il faut répondre aux demandes et aux besoins des citoyens. Ce sera aussi une des missions décisives du corps de médiateurs que nous créerons. D'autre part, il est essentiel de comprendre, si vous voulez, que des nouveaux enjeux se présentent à nous. Et par exemple, quelque chose se développe beaucoup, c'est de faire des marches exploratoires avec, par exemple, les femmes, pour voir, parce que les femmes ont souvent un autre rapport à l'environnement urbain, et voir bien là où elles se sentent en insécurité, etc. Ça, c'est quelque chose que nous mettrons en place dès notre arrivée. Et cela nous permettra d'adapter nos dispositifs de sécurité. Moi, elles me disent déjà qu'elles ont peur, et donc elles se privent de sortie. Regardez, donc c'est bien sympa. Mais les Brestaises me parlent à moi également. Juste un mot, et après je vous poserai une dernière question. Il nous reste 1 minute 30. Juste, pour terminer, justement, il y a un an, la police nationale, justement, pour associer un peu plus la population à ces problèmes d'insécurité, a créé une adresse mail qui permet d'alerter sur tous les actes d'incivilité. On voit l'adresse apparaître à l'écran. C'est une démarche qui vous choque, Pierre-Yves Cadain? Non, rien ne remplace la présence humaine. Encore une fois, vous voyez, le tout numérique, la loi renseignement, toutes ces choses-là, ça n'a fait qu'augmenter l'insécurité dans le pays. C'est une mauvaise idée. Il faut de la présence humaine, il faut permettre, au fond, aux habitants de pouvoir dialoguer avec des gens qui sont dans une démarche de proximité. C'est ça l'essentiel, c'est là la conception de la sécurité, de la tranquillité. Cette adresse mail, c'est voilà. Vous voyez, nous avons au moins un point de convergence avec M. Cadal. Je partage ce sentiment fort, il faut de la présence humaine. C'est pourquoi, je crée cette police municipale. Elle est dans le répressif, mais elle est aussi dans le préventif. Elle est aussi dans la présence physique sur le terrain. Et pour répondre à votre question, parce qu'il faut quand même répondre aux questions posées, oui, si ça permet de désengorger les appels dans le commissariat, si ça permet de rendre le service public plus réactif, je suis favorable à ça. Voilà, le débat est lancé. Merci à tous les deux d'avoir répondu à notre invitation. Bonne campagne à vous, au plus près des Brestois. Si vous souhaitez bien sûr revoir cette émission, il y a notre site web bretagne.france3.fr. Vous cliquez sur la rubrique émission. La semaine prochaine, en lieu et place de Dimanche en politique, l'heure du débat, présenté par Antonin Billet. Le prochain rendez-vous politique de la rédaction, c'est vendredi prochain à 19h15 avec 7 en politique. Nous recevrons le journaliste Philippe Créange pour son livre Le mystérieux club des 30, une enquête sur le lobby des patrons bretons. Très bon dimanche à tous. Et vous regarderez 7 en politique la semaine prochaine. Merci beaucoup.